La ferme de Mélusine sur la commune d'Ayas, près de La Réole, en Gironde, est une des premières fermes laitières de France. 400 vaches produisent chaque année 4 millions de litres de lait. Les crises récurrentes du secteur ont amené le propriétaire des lieux, Jean-François Guillaumont, à se tourner vers la méthanisation. Depuis avril 2022, la production en biogaz de la ferme est de 200 mètres cubes à l'heure. Il y a trois activités principales qui sont la production laitière, voilà, c'est important, la production végétale qui va alimenter et l'élevage et les cultures de vente qui sont haricots verts, maïs doux. Et ensuite l'hiver, on fait des couverts végétaux pour protéger les sols. Ces couverts végétaux, ils servent de piège à nitrate, mais ils servent aussi, ils font aussi une biomasse, ils captent le CO2 de l'air. En fait, c'est du seigle, c'est l'ancêtre du blé en fait, hein. Et cette plante, on va la ramasser au printemps, on la stocke sur les silos qu'il y a derrière vous, et c'est cette matière qui va servir à produire le gaz. En gros, sur l'exploitation, auparavant, il y avait un cycle, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait semer des cultures de vente, mais pas derrière la terre. Il fallait ensemencer soit des couverts qui étaient réenfouis, soit la terre restait nue, comme vous voyez souvent quand vous passez dans les Landes ou en vallée de Garonne, vous avez les terres, elles sont soumises l'hiver au lessivage, hein. C'est-à-dire que vous avez l'eau qui tombe, ça fait du ruissellement, ça peut entraîner tous les éléments minéraux dans les nappes phréatiques, hein. Voilà, donc aujourd'hui, on est parti dans une agriculture qui est, on va dire, un peu plus durable. Donc, où on va ensemencer des couverts végétaux, donc comme je vous le disais, du seigle, qui fait beaucoup de biomasse, très peu d'intrants, c'est une plante rustique, donc peu d'engrais, peu de produits phytosanitaires. Et cette plante, elle fixe le sol, donc elle évite le ruissellement quand il y a des fortes pluies. Elle capte les éléments minéraux, ça évite le lessivage, comme l'azote, le phosphore, la potasse. Et ça capte aussi le CO2 de l'air par la photosynthèse. Ce CO2, il est transformé en carbone, il se retrouve dans la tige de la plante. Au printemps, on va ramasser ce seigle, on va l'ensiler, c'est-à-dire qu'il est coupé en morceaux, stocké sous des bâches à l'abri. Et ce seigle est stocké pendant 1 an. Donc cette biomasse est réincorporée ensuite dans l'unité de méthanisation, où il y a fermentation et on le transforme en gaz, en CH4. Donc la molécule carbone se retrouve en CH4, qui est la molécule du méthane. Voilà le stock de seigle, hein, qui est repris tous les jours avec un chargeur et qui vient alimenter cette trémie. Donc on voit que dans la trémie actuellement il y a 10 000, voilà, elle est en plein fonctionnement, là, il y a 10 380, enfin 10 tonnes 380. En fait on peut y mettre jusqu'à 50-60 tonnes. Donc on charge cette trémie et toutes les heures elle se met en route et par des vis elle va alimenter les deux digesteurs. Les deux digesteurs, c'est ces deux grosses cuves qu'on voit devant. Chacune des cuves fait 3300 mètres cubes, donc 3000 tonnes chacune. Dans ces cuves arrive donc la matière solide qui est le seigle, et par l'autre côté arrive de l'élevage arrive le lisier. Par la fermentation, on va produire du gaz à partir du lisier, où on va récupérer la partie méthane du lisier, et on va faire fermenter le seigle, où on va aussi produire du méthane. Voilà. Donc la digestion dure 80 jours. La matière arrive par en haut, elle met 80 jours pour descendre, être digérée. Et ensuite, par effet de trop-plein, la matière digérée s'en va dans les deux cuves de stockage béton qu'on a vu derrière, qui ne sont pas tout à fait finies. Chacune des deux cuves en béton, elles font chacune 7500 mètres cubes. Et on stocke 6 mois. Voilà, une fois que c'est digéré, ça s'appelle du digestat. Le digestat, on ne le vend pas. Le digestat, c'est en fait le sous-produit de la digestion des matières végétales ou des lisiers des bovins. Donc ce digestat, ça a une valeur agronomique. C'est-à-dire qu'on va récupérer tout ce qui est l'azote, le phosphore et le potasse, et on va s'en servir comme engrais pour réamender les sols. Donc au printemps, on va épandre tout ça
avant les semis de printemps. Et à l'automne, on revide nos cuves pour amender les cultures d'hiver. Voilà. Et par ce biais, on ne met pas, au moment du semis, on ne met pas du tout d'engrais de synthèse. Ça s'est fait par étapes. Moi, je suis ingénieur agroalimentaire de formation. Mon père était agriculteur, ma mère infirmière. Donc j'ai toujours eu cette fibre-là. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie, où j'étais directeur d'usine. Et je sentais très très bien que, quelque part, c'est une chance d'avoir travaillé dans l'industrie. Parce que j'ai senti la mutation de l'industrie. Et je savais très bien que pour le pouvoir d'achat des gens, on allait vers une mutation de l'agriculture. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'agriculture et j'ai orienté ma ferme comme ça. On va vraiment on est maintenant dans une agriculture à 2 vitesses. Voilà. Euh, euh, la part du budget des ménages dans l'alimentation n'a cessé de baisser depuis l'après-guerre. C'était 40% à l'époque dans le budget des ménages, aujourd'hui ça représente 13 ou 14%. On nous a laissé croire qu'en faisant du bio, des circuits courts, les choses allaient changer. C'est faux. Aujourd'hui, ça ne change pas. Les gens, ils veulent toujours mieux manger, mais à pas plus cher. Voilà. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui la chute du bio cette année avec la hausse des prix. Donc ça ne changera pas. Les gens, ils ne vont pas changer leur mode de vie, ils ne vont pas arrêter de partir en vacances, ils ne vont pas arrêter d'acheter le téléphone portable pour leurs gamins. Donc l'agriculture, l'alimentation restera la variable d'ajustement du budget des ménages. C'est-à-dire que quand arrive 20 du mois qu'on n'a pas de sous, on va à Lidl, on achète au moins cher. Donc ça ne changera pas, excepté pour une élite ou des gens qui ont vraiment une certaine conviction du pouvoir d'achat, qui veulent se faire plaisir et qui vont faire certains choix. Mais aujourd'hui, cette agriculture, on va dire différenciée, ou cette alimentation différenciée, c'est 7%. 93% de l'alimentation, c'est de l'alimentation à pas cher de grande surface. Voilà. Donc les agriculteurs, ils sont condamnés à s'adapter. Donc soit ils s'adaptent, soit ils disparaissent. C'est ce qui se passe. Surtout dans un monde où tout est mondialisé, en fait. Parce qu'aujourd'hui, rien n'empêche le consommateur d'aller acheter sa brique de lait sans même en connaître l'origine. Donc aujourd'hui, la moitié du lait qu'on trouve en grande surface vient de fermes usines qui viennent d'Espagne ou d'Allemagne, dans des fermes où il y a des milliers de vaches. Voilà. C'est ce qui explique le déclin de l'agriculture française, entre autres de la filière laitière ou de d'autres filières. Donc si vous voulez, j'ai donné une orientation à cette ferme dans ce sens-là. Il y a une diversification qui s'est présentée, c'est la production de gaz. Ce sont les énergies renouvelables et je crois beaucoup en l'agriculture pour la captation du carbone. Alors le coût d'une installation comme ça, c'est un investissement de 7,5 millions d'euros. Pour que les banques suivent, il y a plusieurs critères. D'abord, il faut que le projet soit bien ficelé financièrement. C'est-à-dire qu'ils répondent aux critères de rentabilité aujourd'hui fixés par les banques. C'est-à-dire l'apport en capitaux propres, le taux de rentabilité. Au cas où il y a des pannes durables, la banque va être sûre que son remboursement soit là. Ensuite, il y a un autre critère, malgré tout, qui est important, c'est que une banque, elle veut savoir aussi à qui elle a affaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet bien ficelé, mais s'ils ne sentent pas la personne, ils peuvent y aller à marche arrière. Voilà. Alors, outre l'aspect financier, etc., tout ce qui peut être sur le papier, après, c'est aussi toute la partie administrative, toute la partie construction, suivi des travaux, des équipes, etc. Il faut savoir bien s'entourer, bien se faire épauler par des cabinets d'études, etc. Mais c'est aussi lourd. La méthanisation, c'est un complément qui se marie bien avec l'élevage, parce que ça permet de récupérer les lisiers, d'en récupérer le méthane, et par ce biais, ça fait un élevage qui est plus propre, parce qu'on émet moins de méthane dans l'atmosphère. C'est ce qu'on peut reprocher aux ruminants, c'est qu'ils émettent du gaz à effet de serre. Donc on en récupère une partie. Donc on va dire que ça se marie bien. Seulement, on ne peut pas gagner d'un côté pour boucher le trou financier d'autre chose. Enfin, on va dire que ça ne tient pas la route. Voilà. Donc aujourd'hui,
on sort un petit peu du sujet de la méthanisation. Mais si l'élevage, on veut qu'il continue, je ne vais pas dire ici, mais plutôt en France, il va falloir un autre système de fixation du prix du lait. Comme ça s'est fait par exemple sur les produits labels sur les poulets, c'est-à-dire que euh, euh, on apporte une garantie de marge à l'éleveur du poulet. C'est-à-dire que s'il y a une hausse de l'aliment, il y a une hausse du prix du poulet. Et l'éleveur, il est sûr qu'il peut gagner sa vie. Voilà. Aujourd'hui, le prix du lait, c'est un contexte mondialisé où le prix du lait, il est basé sur des index de produits industriels qui sont vendus aux Chinois. Donc, si les Chinois ils mangent moins de beurre, le prix du lait se casse la figure en France. Enfin, on va dire aujourd'hui, on marche sur la tête. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de casser la filière laitière, comme on a déjà cassé la filière industrielle française. Et aujourd'hui, on est en train de se retourner et de dire ah ben mince, on n'a plus d'industrie en France, c'est ce qui fait vivre les Français, on a tout délocalisé. Ah ben oui, mince, trop tard. C'est ce qui est en train de se passer sur la filière laitière. Aujourd'hui, on est en train de tout casser. Donc demain, il n'y aura plus de lait en France, il n'y aura plus de yaourt, etc. Ça viendra soit de l'étranger, soit il n'y en aura plus dans les rayons. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et pour le gaz, si vous voulez, le gaz, on le vend à Gaz de Bordeaux. Euh, Ça, c'est un autre paramètre que j'ai oublié de vous dire qui sécurise les banquiers. C'est que c'est un prix qui est bloqué sur 15 ans, indexé sur l'inflation. Donc, il y a une garantie de marge, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, si mes prix de production, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui sur le gaz, ils augmentent, je peux le répercuter sur mon prix du gaz. Donc je sais où je vais. Ok. C'est pas casse-pipe, quoi. Parce que sinon, les banques ne suivent pas. Si vous ne pouvez pas emprunter 7,5 millions d'euros sans savoir le prix du gaz, si vous avez le prix de vente de 6 mois après. Le prix du lait, c'est ça. Le prix du lait, on n'a pas de visibilité à plus de 3 mois. Tous les 3 mois, le prix du lait peut être mis en cause. Aucune visibilité. Alors, je continue parce que si vous voulez, c'est quand même une remise en question ennuyeuse de savoir qu'on a investi dans un outil performant. Aujourd'hui, j'ai des salariés compétents et de se dire de tout arrêter du jour au lendemain, ça fait quand même mal au cœur. Mais cette décision, si je dois la prendre, je la prendrai. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, moi, je me considère pas, si vous voulez, comme je me considère aujourd'hui comme un chef d'entreprise, quoi. Donc, donc s'il y a une activité qui ne marche pas, que c'est durable, qu'on n'a pas de visibilité, que nos acheteurs ils ne voient pas, ils ne changent pas, à un moment donné, il y a bien des décisions qu'il faut prendre. On peut pas aller au casse-pipe. Bon, pour finir l'explication de la production de gaz, donc tout à l'heure je vous ai expliqué tout ce qui est fermentation. Donc la fermentation, c'est produit donc par des bactéries qui sont naturellement présentes aussi dans le lisier des bovins. Donc ces deux cuves de digestion sont maintenues à une température de 40 degrés, comme dans une yaourtière, pour un développement optimal des bactéries, donc une digestion optimale et une production optimale de gaz. Voilà. Ce gaz se retrouve sur la partie haute, ce qu'on appelle le ciel gazeux. Ce n'est pas du tout sous pression. Les détracteurs de la méthanisation vont dire qu'il y a des risques d'explosion. Pas du tout, là, ce n'est pas sous pression. Euh, donc, ce gaz est aspiré par cette unité qu'on appelle l'épuration. L'épuration, c'est le traitement du gaz. C'est là où on va le purifier, en fait. On va lui enlever l'eau par condensation. C'est-à-dire qu'on va refroidir le gaz pour condenser l'eau. On va enlever la partie H2S et la partie CO2. C'est-à-dire qu'on va purifier le gaz qui doit être au moins à 97% pur, molécule méthane, CH4. Quand tout ça, quand il est purifié, il est comprimé à 38 bars, envoyé dans le poste d'injection. Le poste d'injection, c'est le poste qui va l'odoriser. C'est-à-dire quand on est chez soi, qu'on sent le gaz, en fait, c'est un odorant. Donc on va odoriser le gaz. Il va être contrôlé aussi au niveau de poste d'injection. Et ensuite, il va être injecté dans le réseau. C'est le réseau haute pression Terega. C'est un des gros réseaux qui amène le gaz de Russie. Voilà. Donc nous, on va injecter notre biogaz dans ce réseau-là. Et ce réseau, donc il alimente
Il alimente les grandes villes enfin, ou en fait le sud-ouest, hein, voilà. Donc les villes de proximité, La Réole, Marmande, et il va sur Bordeaux. Et tous ceux qui sont raccordés au réseau gaz de ville euh, consomment du gaz qui vient de Russie. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on est dans un changement où les exploitants, ou en fait, où on va dire les revendeurs de gaz, hein, comme Gaz de Bordeaux, GRDF, etc., cherchent à être moins dépendants de ce gaz russe et cherchent à développer une part toujours plus croissante de biogaz. Donc dans le sud-ouest, il commence à y avoir quelques unités de méthanisation.